Bonjour, bienvenue à la journée porte ouverte virtuelle de l'IFI Théodore-Simon. Nous démarrons un nouveau webinaire concernant la formation aide-soignante. Pour information, avant de laisser mes collègues de la formation parler, je vous informe qu'à la fin des présentations, il y aura un temps de questions-réponses. N'hésitez donc pas à faire part de vos questions sur le chat que vous trouvez sur votre droite. Et je passe la parole à Madame Marchal, directrice de l'établissement. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Institut de formation interhospitalier Théodore-Simon. Donc, en effet, je suis Christine Marchal, je suis la directrice de cet institut et je suis vraiment ravie de vous accueillir virtuellement aujourd'hui au sein de notre établissement à l'occasion de cette journée porte ouverte qui, de manière inédite, s'organise en effet à distance, en raison de la crise sanitaire, bien sûr. Mais j'espère qu'à l'occasion de cette présentation, vous aurez donc accès à toutes les réponses donc aux questions qui vous intéressent. Donc, dans quelques instants, vous aurez une présentation donc de la formation par la responsable pédagogique Leïla Mokedem. Et à l'issue de cette présentation, vous pourrez donc poser des questions sur le chat et nous vous répondrons en direct. Alors, je voudrais quand même vous préciser que nous avons une solide expérience de la formation dans le champ de la santé et en particulier la formation des aides-soignantes. Et je voudrais quand même vous dire que notre projet s'appuie sur des valeurs humanistes très fortes et que, en particulier, nous sommes très attachés à placer les élèves au cœur de notre dispositif parce que nous considérons que nous avons comme mission de vous accompagner vers la réussite et surtout de former des professionnels compétents, dignes de ce nom, motivés et engagés dans les missions pour lesquelles ils se destinent auprès des patients, en l'occurrence, pour leur dispenser des soins et les prendre en charge. Donc, nous sommes très, très attachés à ces principes dans notre formation. Alors, avant de vous faire découvrir tout le contenu et le déroulement, l'organisation de la formation, je vous propose maintenant de faire une visite de notre établissement par l'intermédiaire d'un film qui va vous faire découvrir tous les locaux. Donc, à tout à l'heure et bonne visite.
Bonjour et bienvenue donc à ce webinaire sur la formation aide-soignante. Donc Laïla Mokadem, donc responsable de la filière. Donc vous avez pu voir dans ce film une image de notre institut de formation. Donc première information importante, il faut savoir que toutes les informations qui vont vous être données sont sur le site internet de l'institut, donc www.ifits.fr. Sur le site, vous avez aussi des informations sur le site Facebook et sur Instagram. Donc, pour venir donc à notre institut de formation, donc nous sommes bien desservis par les transports en commun. Hein, donc, vous avez aussi un explicatif au niveau des plans. Donc, comme vous avez pu le voir, donc un cadre assez verdoyant, hein, assez agréable hein, pour les étudiants et pour l'équipe de l'institut, avec possibilité de pouvoir avoir des temps à l'extérieur. Donc, c'est vrai que les photos que vous voyez donc, ont été faites au printemps et comme aujourd'hui avec un beau ciel bleu. Et c'est vrai que c'est quand même un cadre très agréable. Alors, cette formation, on vous donne accès donc, à des équipements pédagogiques. Donc, le centre de documentation qui est très riche, hein, avec 2 documentalistes qui sont très disponibles et qui répondent à toutes vos interrogations. Une salle multimédia avec des ordinateurs accessibles à n'importe quel moment de la journée. Et puis, bien sûr, comme vous avez pu le voir aussi dans la vidéo, donc des salles de cours de taille différentes. Alors, donc là, on va aborder donc, la formation aide-soignant. Donc, cette formation, il faut savoir que là, actuellement, elle est en cours de réingénierie, donc c'est-à-dire qu'il y a eu une refonte de la formation. Hein. Les derniers textes datent de 2005. Donc là, 2021, donc septembre 2021, vous serez donc sur une nouvelle version de la formation aide-soignante. Donc je vais vous donner des informations. À ce jour, les textes ne sont pas sortis. Donc, les informations que j'ai sont quand même assez minimes. On va recevoir les textes bientôt pour pouvoir justement mettre en œuvre cette réingénierie de formation. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est surtout de vous préparer à monter votre dossier de sélection, hein, de vous expliquer un peu comment va se faire cette formation, mais c'est surtout axé quand même sur comment est-ce que je peux faire mon dossier pour me donner le maximum de chances pour pouvoir être sélectionné. Donc, la première chose, c'est de télécharger son dossier d'inscription à partir du moment où il sera sur le site de l'Institut, donc à partir du 29 mars, et vous avez donc jusqu'au 3 juin. Alors, faites attention, parfois les délais peuvent paraître assez longs, hein, 29 mars, 3 juin, on se dit, j'ai pratiquement plus d'un mois. Le temps passe très, très vite. On a quand même eu parfois des appels téléphoniques de certaines personnes qui nous appelaient alors que la clôture des inscriptions était passée. Puis après, c'est vrai qu'il est trop tard et ça retarde d'1 an le désir de rentrer en formation. Et donc, avec un résultat de la sélection au 30 juin. Alors, les modalités d'admission, donc cette année encore, comme l'année passée, se font sur dossier uniquement. Logiquement, les textes nous disent qu'il doit y avoir un entretien. Au regard du contexte pandémique, les entretiens ont aussi été annulés cette année. Donc, sur dossier seulement, donc ce qui veut dire que le dossier doit être bien fait. Il y a aussi possibilité pour les agents des services hospitaliers qualifiés de pouvoir rentrer en formation. Ça représente un pourcentage, hein, c'est 10% de notre quota. Ces personnes sont déjà sélectionnées par leur établissement. À partir du moment où elles ont été sélectionnées par l'établissement, elles peuvent accéder directement à la formation sans passer la sélection. Et après, il y a aussi une façon de pouvoir entrer par la validation des acquis d'expérience, donc qui est un autre dossier. Mais si vous voulez avoir des informations sur cette partie-là, donc il faut nous contacter sans aucun problème au téléphone ou alors par mail. Alors, bien sûr, ce dossier de sélection doit répondre donc à des attendus nationaux. Alors, dans ce dossier figure une lettre de motivation, un CV et ce qu'on appelle donc un document manuscrit. Je vous expliquerai un peu plus ce qu'on attend dans ce document manuscrit. Quand vous irez sur le site internet et que vous téléchargerez le dossier, mais actuellement sur le site, il y a déjà toutes les informations
du contenu de ce dossier. Donc, vous pouvez commencer dès maintenant déjà à préparer ce dossier. Il est extrêmement important que ce dossier figure dans l'ordre des pièces demandées. On vous évalue sur le fond, bien sûr, mais on vous évalue sur la forme. Et c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus agréable d'avoir un dossier bien rangé, bien propre. Ça donne déjà une première impression de la personne quand on a ce type de dossier qu'un dossier voilà, complètement décousu et qui ne respecte pas surtout ce qui est demandé et de mettre les pièces dans l'ordre demandé. Alors, une lettre de motivation, donc la lettre de motivation, bien sûr, c'est pour motiver votre demande. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire cette formation? Donc, il faut expliquer un peu donc, votre parcours, le parcours scolaire ou alors le parcours professionnel ou alors vous pouvez avoir un tout petit parcours professionnel parce que vous avez fait ce qu'on appelle des petits jobs d'été et puis dans votre parcours scolaire, vous avez acquis des connaissances et des compétences qu'il faut savoir mettre en valeur parce que c'est ça aussi qui est important, donc de nous dire un peu ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a orienté justement sur ce choix de métier. Vous pouvez évoquer des passages de votre parcours personnel, de votre parcours scolaire qui vous a donné envie d'aller dans le secteur sanitaire. Ou alors pour les personnes qui sont en réorientation, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous réorienter? Toujours décrire ses qualités, d'accord, parce que ça, c'est extrêmement important. Donner tout ce que vous avez pu apprendre, les connaissances, et toujours essayer de faire le lien avec ce futur exercice professionnel et éventuellement des compétences techniques que vous pouvez avoir qui sont toujours intéressantes. Donc ça, c'est sur votre lettre de motivation. Faites attention parce que, maintenant, on a l'expérience des lettres de motivation et on se rend compte que parfois, on peut être un peu perdu et donc on a tendance à aller sur Internet, aller chercher des lettres de motivation déjà construites et on s'en rend très vite compte parce qu'il y a des phrases qui sont identiques et qui reviennent de façon systématique sur beaucoup de dossiers. Donc, la lettre de motivation doit bien sûr être personnalisée, individualisée et doit vous correspondre. Alors, après, il y a ce fameux document manuscrit qui vous est demandé. Donc, ce fameux document manuscrit demande de relater donc une situation personnelle vécue ou une situation professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend que vous soyez capable de décrire donc, une situation, de dire dans cette situation, il faut que cette situation soit en lien avec les attendus que vous avez donc là sur l'image, faire ressortir votre intérêt, vos qualités, vos aptitudes à entrer en relation, votre capacité d'expression écrite, orale, des capacités d'analyse, ça peut être donc au travers de la situation que vous avez fait, comment vous l'analysez, qu'est-ce que ça vous a apporté. Et toujours essayer de… Alors, on est dans quelque chose quand même de descriptif. On n'est pas à vous demander de faire une analyse de situation, c'est pas ça. C'est d'écrire une situation donc, qui a un lien avec le sanitaire ou le social. Donc, vous avez aidé ou accompagné quelqu'un, en quoi ça a consisté, détailler un peu ce que vous avez fait et puis comment ça vous a enrichi. Donc ça, c'est extrêmement important puisqu'on vous évalue surtout sur cette situation et sur cette lettre de motivation puisqu'on ressort quand même l'attendu numéro 1 qui est l'intérêt pour le domaine de l'accompagnement, de l'aide à la personne, puis notamment en situation de vulnérabilité. Alors, bien sûr, donc c'est un métier qui va nécessiter de la rigueur, des qualités donc relationnelles, des savoirs à acquérir. Donc, on va vous former pour ça. Mais ça va aussi vous demander à vous, alors déjà en premier lieu, d'être motivé pour faire cette formation. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi un projet que vous avez construit, projet professionnel que vous avez commencé à construire pour faire cette formation d'aide-soignant. Et la motivation est un des facteurs de la réussite. Les autres facteurs de la réussite, bien sûr, c'est la rigueur au travail, c'est l'engagement dans le travail et ce qu'on appelle la régularité du travail. Et si vous avez tout ça d'associé, vous ne pouvez que réussir. Notre objectif, quand vous rentrez en formation, bien sûr, c'est la réussite et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous et c'est de vous accompagner à cette réussite.
Alors pour ça, donc vous allez avoir la possibilité d'avoir donc des outils pédagogiques. Alors le premier, c'est quand vous rentrez en formation, vous avez ce qu'on appelle, alors nous on va vous donner donc une adresse mail qui sera donc une adresse IFITS. Et ça vous permettra aussi donc d'avoir ce qu'on appelle donc le pack Office 365 avec la possibilité d'avoir accès donc à Outlook, Word, donc Outlook qui sera votre boîte mail IFITS, et puis à Word, PowerPoint et puis d'autres outils que vous avez là, que vous pouvez visualiser. Alors c'est extrêmement important puisque nous on correspond avec vous avec cette adresse mail qu'on vous donne dès la rentrée scolaire. Et on ne communique qu'avec cette adresse mail. Alors, vous aurez aussi accès donc, à ce qu'on appelle donc, une plateforme de formation numérique. Donc, cette plateforme, ça met à votre disposition à partir d'un identifiant et d'un mot de passe. Alors, vous savez maintenant, des identifiants, des mots de passe, on les collectionne. Donc, il faut surtout bien noter dans un petit carnet tout ça. Donc, vous avez accès à une bibliothèque. Dans cette bibliothèque, on met donc les cours que vous aurez. Ça vous permettra, si vous n'avez pas eu le temps de prendre toutes les notes, de revoir donc ces cours. On peut aussi avoir la possibilité de mettre des tests d'auto-évaluation pour que vous auto-évaluez sur des contenus de cours avant des évaluations éventuellement. Et on va, en fonction des contenus de cours, voir si on peut commencer à mettre ce qu'on appelle des cours sonorisés qui vous permettront donc de suivre des cours à votre domicile et puis qu'on puisse travailler complètement différemment à votre retour à l'école. Alors donc, c'est une formation pratique, c'est une formation professionnalisante. Donc, bien sûr, il y aura donc des travaux pratiques pour vous permettre d'aller en stage sur des techniques de soins et ce qu'on appelle donc de l'apprentissage par simulation, pour lequel donc vous allez avoir une vidéo qui va vous permettre de voir un peu comment se passe cette simulation en interprofessionnalité. Une séance d'APS est organisée en demi-journée. Elle dure 3 heures. Elles sont composées d'étudiants infirmiers et d'élèves aides-soignants et de 2 formateurs. Dans un premier temps, c'est le moment du briefing, c'est-à-dire que nous présentons la pièce dans laquelle aura lieu la simulation et nous reprenons avec les élèves et étudiants l'intérêt de cet apprentissage par simulation. Ils peuvent venir, oui. Ils peuvent venir, tout est en place. Tout est en place. Voilà. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Hassan, étudiant infirmier, mon collègue Marouane. Marouane, étudiant aide-soignant. Aide-soignant. D'accord. Donc on vient vous voir ce matin. Bien. L'intérêt de l'apprentissage par simulation mis en place dans cet institut est de montrer aux étudiants infirmiers et aux élèves aides-soignants l'importance de la collaboration qui n'est pas forcément mise en évidence sur les terrains. On y retourne là? Oui, s'il vous plaît. Bien poser les pieds au sol par contre. Là. C'est bon? La collaboration, on peut l'expliquer aussi par le travail en binôme infirmier et aide-soignant qui permet une prise en soin du patient pour une meilleure qualité des soins. On ne se connaît pas, donc quand on ne se connaît pas, pour ne pas casser justement cette collaboration, cette relation de confiance qui est entre vous, on essaie de s'adapter à l'autre. D'accord. Vous voyez ? Dans un deuxième temps, les étudiants et les élèves vont vivre une situation réelle avec un comédien qui va jouer le rôle du patient. Cette situation dure à peu près 10 minutes et ensuite, au bout de 10 minutes, nous stoppons la mise en situation et nous abordons le débriefing. Aujourd'hui, on est 2 rien que pour vous. Ah bon, d'accord. On va s'occuper de vous ce matin, on va se lever, on va aller au fauteuil, d'accord? Devant cette belle vue que vous avez là,
Ouh là là, je vois que ça n'a pas l'air de vous enchanter aujourd'hui. Non, je suis fatiguée. Voilà, juste. Alors attention à votre hanche. Donnez-moi la main. Le debriefing consiste à faire ressortir les émotions, le ressenti de chaque individu qui a participé à la simulation. Donc ça a été un blocage un petit peu, je pense, sur un petit moment, mais il fallait qu'on rebondisse. C'était un exercice qui était assez intéressant en tant qu'élève aide-soignante, de collaborer avec les infirmiers. On a déjà eu à collaborer en lieu de stage, mais là c'était encore beaucoup plus intéressant parce qu'il y avait un retour. On pouvait se regarder, il y avait un débriefing, on pouvait aussi s'analyser, voir l'image qu'on projette, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est sur un lieu de stage. On ne sait pas toujours l'image qu'on peut donner, donc, les sentiments qu'on peut projeter, les émotions qu'on peut avoir. Donc c'était intéressant de pouvoir s'analyser et d'être aussi analysé par les futurs collègues professionnels. Alors donc, bon, vous avez pu voir, c'est quand même quelque chose où les élèves et les étudiants, quand ils font ces séances d'APS, trouvent ça donc c'est très intéressant puisque on commence déjà à travailler l'interprofessionnalité. Alors, ce qui est important et qu'on développe aussi donc, dans le cadre de notre institut de formation, donc c'est le suivi pédagogique donc individualisé. Donc, il y a une équipe de formateurs. Ces formateurs sont tous infirmiers de formation, ont eu un exercice professionnel et ont décidé donc de transmettre leur savoir aux élèves. Donc, ils ont un groupe d'élèves donc qu'ils suivent donc pendant toute l'année, donc avec des temps donnés au cours de la formation ou des temps qui peuvent être demandés par les élèves pour diverses raisons. C'est quelque chose qu'il faut vraiment utiliser puisque ça fait partie de l'accompagnement à la réussite. Alors, au sein de l'Institut de formation, il y a aussi donc une association étudiante. C'est géré par les étudiants en soins infirmiers, en général de 2e année, donc qui sont assez présents dans l'Institut. Et donc, c'est pour toutes les filières de l'Institut de formation, donc pour lesquelles vous avez, donc là, vous voyez, il y a un suite à l'effigie donc de l'association et de l'IFITS. Il y a 2 ventes par an, donc ça permet d'avoir un petit souvenir de votre passage par l'Institut de formation Théodore Simon. Et ils organisent aussi des festivités et on espère que ça va pouvoir revenir à partir du moment où donc on sera sorti de cette fichue pandémie. Alors, bien sûr, donc, il y a l'aspect financement, puisque dans toute formation, bien sûr, les formations, elles ont un coût. Donc, les formations, et je vous redis que toutes les informations sont sur le site internet et figureront sur le dossier d'inscription. Et nous sommes aussi disponibles pour répondre à vos questions. Donc, le financement, il se fait soit par le Conseil régional d'Île-de-France, parce que vous êtes ce qu'on appelle éligible et que vous répondez à des critères. Donc, les critères, il faut avoir moins de 26 ans. Alors, je ne les connais pas tous par cœur, mais bon, si vous avez des questions, on y répondra. Il faut être inscrit depuis plus de 6 mois à Pôle emploi et faire partie des catégories A et B. Voilà, donc vous pouvez avoir une prise en charge par un employeur ou par un organisme financeur. Si vous ne répondez pas à tout ce que je viens de vous dire au-dessus, donc la formation sera à votre charge. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien étudier. Donc, si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire et que vous devez la financer, parce que quand on fait une formation, il faut aussi avoir l'esprit serein. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien étudier tous les financements, si vous devez ou pas financer cette formation. Et vous avez aussi donc la possibilité par rapport à ça, mais que vous soyez financé ou pas, d'avoir accès à ce qu'on appelle avoir une bourse d'études donc par le conseil régional. Donc, c'est une bourse d'études que vous demandez en début de formation via un lien qui vous est donné dès le début de formation. Ou alors, donc,
Cette année, c'est ce qui s'est passé, mais on ne sait pas si ça va être reconduit ou pas pour la prochaine rentrée scolaire. Mais bon, vous savez qu'il y a vous trouverez du travail sans aucun problème. Hein. Il y a des demandes partout, donc en région parisienne, hein, puisque nous, on forme quand même pour l'Île-de-France, une allocation d'études qui peut être donnée donc, par des hôpitaux ou des structures aussi d'établissements pour personnes âgées dépendantes en contrepartie d'un engagement à servir. Si je peux me permettre, je vais compléter le coût de la formation qui est applicable à la rentrée de septembre 2021. Il est de 4 888 €. Donc, pour ceux qui n'ont aucun mode de prise en charge, hein, donc qui doivent payer par eux-mêmes. Bon, donc là, je vais laisser place donc, à vos questions et puis y répondre. Bon. Et je vous redis que toutes les informations que je viens de vous donner sont accessibles sur notre site internet. Merci Leïla. Donc on passe au temps questions-réponses. Certaines, il y en a plusieurs qui sont déjà arrivées. Je commence par une question sur la limite d'âge. Y a-t-il une limite d'âge pour s'inscrire au concours? Alors, il faut avoir 17 ans hein, pour pouvoir entrer en formation. Après, il n'y a pas d'autre limite d'âge. Autre question. J'ai un diplôme d'AVF. Est-ce que je dois m'inscrire à la sélection? Oui. Ah, excuse-moi, Nicolas. Donc, oui, vous devez tous donc, vous inscrire à la sélection, hein, que vous ayez un diplôme ou que vous n'ayez pas de diplôme, hein, puisque la formation est accessible sans diplôme, hein, je tiens à le dire, hein, que ce soit un CAP ou un BEP ou un bac. Donc, vous pouvez accéder à la formation sans diplôme, mais à partir du moment où vous avez donc un diplôme professionnel, hein, puisque là, c'est AVF, vous devez quand même vous inscrire à la sélection, puisque nous avons donc en place, et c'est vrai que j'ai oublié de vous donner le nombre de places. Alors, pour la rentrée de septembre 2021, nous avons donc 55 places pour, on va dire, le cursus donc, sur l'année. Hein. Dans ces 55 places, il y a 10% qui sont réservés aux ASH, aux ASH qualifiés. Hein. Et on a 5 places pour ce qu'on appelle donc les cursus autres diplômes, c'est-à-dire vous qui posez la question, donc assistante de vie aux familles. Donc, il y a 5 places et c'est aussi une sélection sur dossier, avec exactement les mêmes modalités hein, que celles que j'ai nommées au préalable. Merci Leïla. Autre question sur demande de focus sur la formation continue et alternance. Quelle est la différence? Alors, vas-y Leïla si tu veux. Non, mais alors la question, alors quand on parle d'une formation en alternance, c'est que ça veut dire qu'il y a au cours de la formation des temps de théorie à l'école et des temps de formation clinique sur les lieux de stage, enfin les lieux de soins. Donc c'est ça la formation, une formation professionnalisante en alternance. La notion de formation continue, c'est une notion juridique qui est un dispositif de formation pour ceux qui sont déjà dans le monde du travail et qui ont donc poursuivent de la formation alors qu'ils sont dans le milieu du travail. Donc voilà, la notion de la formation continue, c'est ça que ça veut dire. Donc, on ne peut pas mettre en parallèle ces deux notions, formation continue et formation en alternance. Les BTS, ce sont des formations en alternance, les brevets technologiques, puisqu'il y a du temps en théorie et du temps en pratique. Alors, la question, peut-elle se faire en alternance? C'est probablement la question, c'est est-ce que il y a la forme de, est-ce que le dispositif d'apprentissage est possible? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez avoir un employeur qui vous finance et donc vous êtes dans un statut d'apprenti? Donc, si c'est ça la question, oui.
Parce que sinon, je ne sais pas si la question concerne autre chose, se faire en alternance entre quoi et quoi. Peut-être qu'il faut préciser votre question. Céline, peut-être. Si je finance la formation, est-ce que je peux la payer en plusieurs fois? Oui. Nous établissons une convention de formation avec l'élève et dans la convention, nous proposons déjà 3 périodes de paiement de la formation. Un premier racompte à la rentrée, un deuxième paiement au moment de la fin de l'année civile et le troisième paiement au début de l'année suivante. Vers février, je crois. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées d'un coup. Je sélectionne, excusez-moi. Première question sur Pôle emploi. Je suis à Pôle emploi, est-ce que je dois payer ma formation? Alors, par rapport donc à Pôle emploi, et si je ne réponds pas dans la totalité, je laisserai donc Madame Picard qui s'occupe aussi de tout ce qui est financement, soit donner plus d'informations, soit me contredire, surtout si je dis des choses erronées. Donc, lorsque vous êtes à Pôle emploi, si vous êtes à Pôle emploi depuis plus de 6 mois et en catégorie 1, vous êtes éligible à la région, c'est-à-dire que la région financera votre formation. Catégorie A ou B, pour être très précise. Voilà, merci. Leïla, merci. Autre question, y a-t-il une limite d'âge? Alors, il n'y a pas de limite d'âge. Il faut avoir 17 ans pour pouvoir pour pouvoir entrer en formation. Sinon, après, il n'y a pas de limite d'âge. À ma connaissance, à ce jour, il n'y a pas de limite d'âge. Merci, merci. Autre question. Est-ce que les cours sont obligatoires? Les cours sont obligatoires. Oui, tous les cours sont obligatoires. Quand on fait une formation, on a besoin de contenu, parce que ces contenus vont participer à l'acquisition de ces fameuses 11 compétences. Donc, les cours sont tous obligatoires. C'est une formation courte et une formation dense. Oui, d'accord. Merci Leïla. Alors, les questions arrivent. Pour un élève de terminale, bonjour, je suis élève de terminale. Comment je peux financer ma formation? Et combien y a-t-il de places? Alors, le financement de la formation, à partir du moment où vous avez moins de 26 ans, vous êtes éligible au financement par le conseil régional. Donc, je suppose que si vous êtes en terminale, vous devez avoir 17-18 ans. Donc, vous êtes éligible à la région. Vous n'avez aucune démarche à faire. C'est l'Institut de formation qui se charge de tout ce qui est financement à partir du moment où vous rentrez dans les critères d'éligibilité. Combien il y a de places? Donc, pour la rentrée scolaire de septembre 2021, nous avons donc 55 places pour cette année. Merci Leïla. Je crois que j'ai une dernière question, plus large. Bonjour, qui nous fait les cours? Alors, au niveau des cours, donc les cours sont assurés par des formateurs. Donc, dans l'équipe, il y a 3 formateurs. Ces formateurs seront chargés aussi du suivi pédagogique individualisé dont je vous ai parlé. Donc, les formateurs sont tous infirmiers diplômés d'État, donc avec une expérience professionnelle en service. Et on fait aussi intervenir des personnes de l'extérieur et de façon majoritaire des aides-soignants en exercice sur des thématiques bien spécifiques. Et c'est surtout aussi pour que vous puissiez avoir aussi une vision du monde du travail par l'intermédiaire de ces intervenants extérieurs. Merci Leïla. Il n'y a plus de questions qui arrivent. Avant de clôturer, peut-être une question pour ce qui concerne le entre guillemets hors formation.
Qu'est-ce qu'il y a comme peut-être atelier ou activité théâtre? Je crois qu'il y a eu l'année dernière du théâtre dont tu peux nous parler. Alors, c'est vrai qu'on avait fait venir donc une troupe de théâtre sur la thématique donc de la personne âgée qui est en EHPAD, hein, et donc tiré donc de véritables histoires, hein, puisque la personne qui a écrit cette pièce de théâtre a été dans différents EHPAD, donc des établissements pour personnes âgées dépendantes, et on a tiré donc une pièce de théâtre. Et donc ils se sont déplacés, sont venus à l'Institut de formation. Alors je trouvais ça intéressant parce que parfois on n'a pas la possibilité donc d'aller au théâtre et de les faire venir sur place. Et donc ça a permis aussi après un échange justement sur le vécu de ces personnes âgées qui sont institutionnalisées. Alors c'est vrai que là pour cette année ça a été beaucoup plus compliqué, hein, puisque bon, vous le savez, la pandémie nous a quand même arrêté beaucoup de tout ce qu'on pouvait faire donc de différent dans cet institut de formation. On essaye de diversifier. Alors, comme je vous l'ai dit, on est en cours de réingénierie de formation. Donc, pour le moment, on ne sait pas trop comment elle va être organisée, puisqu'on va avoir donc tous les textes rapidement. Mais on essaye justement d'avoir une diversité de méthodes pédagogiques. Hein, ce ne sont pas que des cours en face à face, hein. On essaie quand même beaucoup d'être ce qu'on appelle sur l'analyse aussi de la pratique. On essaye de faire venir des intervenants et de vous faire participer à des conférences. Cette année, on va faire venir donc une personne sur une conférence sur l'Alzheimer. Hein, l'Alzheimer, très grand problème de santé publique actuellement. Et c'est surtout pour vous donner tous les atouts pour pouvoir prendre en charge. On fait aussi des ateliers de relaxation pour vous détendre, parce que c'est vrai que c'est une formation qui est courte, qui est intense, sur lequel ça génère du stress, puisque bien sûr, dans toute formation, il y a des évaluations. Voilà, on essaye de faire des moments de convivialité aussi pour pouvoir baisser justement ce stress que vous pouvez avoir. Et c'est aussi, donc là, vous allez voir aussi, donc, je pense, un film qui va clôturer donc cette présentation. Donc, ce petit film dans lequel vous voyez l'accueil des étudiants en soins infirmiers, des élèves aides-soignants et des élèves auxiliaires de puériculture. Donc, un moment de convivialité donc en début d'année scolaire, puisque pour nous, comme je vous l'ai dit, il est extrêmement important d'être dans la bienveillance et de vous accueillir pour vous donner envie, bon, une fois que vous y êtes, c'est sûr, de rester, mais de vous épanouir aussi dans le cadre de cette formation. Alors, juste avant, on a eu deux petites questions de dernière minute avant la diffusion de ce film. Une sur les coûts, qui sera la dernière question, mais tout d'abord, une question. Les stages peuvent-ils être effectués proche de notre domicile si l'IFID s'est éloigné? Alors, bon, c'est sûr que nous sommes, bon, bien sûr, dans le département du 93. La plupart de nos lieux de stage sont quand même dans un environnement proche. On a aussi cette souplesse de pouvoir, en fonction des lieux d'habitation, on sait bien qu'aussi que la distance, c'est aussi un facteur de fatigue sur la formation. Donc, il y a aussi la possibilité pour les élèves de faire ce qu'on appelle des démarches personnelles, où nous, en fonction du lieu d'habitation, on peut regarder aussi les lieux d'habitation pour pouvoir vous affecter en stage. C'est quelque chose aussi dont on a le souci. Merci Leïla. Et alors la question suivante, c'est un participant qui revient sur le coût de la formation. Madame Marchal va répondre. Oui. Pour aller un petit peu plus loin que ce que tu as dit tout à l'heure, Leïla. Alors, en effet, pour les candidats, les élèves qui ne sont pas éligibles à la subvention du Conseil régional, comme selon les critères qui vous ont été présentés en début de séance, si vous êtes donc obligé de payer individuellement, le montant sera de 4 888 € pour la rentrée de septembre 2021. Oh, voilà. Merci Christine. Alors, il y a encore une question, vraiment la dernière question cette fois-ci.
c'est sur le que je diffuse parce que c'est sur l'avenir de l'aide-soignant, c'est après aide-soignant. Un participant nous demande, après la formation d'aide-soignant, est-ce que l'on peut poursuivre une formation d'infirmier? Alors, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'évolution professionnelle, hein, bien sûr. Hein. Après la formation d'aide-soignant, on peut bien sûr poursuivre une formation d'infirmier, mais attention, à partir du moment où vous avez été éligible à un financement par le conseil régional, donc sur une formation du sanitaire ou du social, hein, vous ne pouvez pas être éligible tout de suite après. C'est-à-dire que si vous faites votre formation d'aide-soignant et qu'après vous voulez vous engager dans une formation d'infirmier, vous serez dans l'obligation de prendre en charge donc, le coût de la formation infirmier, puisque le conseil régional ne pourra pas vous prendre en charge, ce qui est quand même normal, puisqu'à partir du moment où il finance une formation d'aide-soignant, il faut retourner, donc il faut exercer en tant que tel, mais vous avez donc la possibilité à partir du moment où vous exercez, et là je demanderai à Madame Picard de vous dire exactement le temps de travail que vous devez faire pour pouvoir après être éligible à la région, bien sûr, et toujours en fonction des critères d'éligibilité. Donc, je vais répondre, il faut exercer 3 ans, puisque pour pouvoir postuler ensuite à la formation d'infirmière, en tant qu'aide-soignant, vous rentrez dans la catégorie du statut de formation professionnelle continue, et la seule exigence, c'est d'avoir cotisé 3 ans à un système de protection sociale. Et si, pour le coup, vous avez toujours moins de 26 ans ou que vous avez d'autres critères, vous serez éligible à la subvention du conseil régional. On me demande si, j'ai perdu la question, c'est pas grave, on me demande s'il peut y avoir une double formation AS et AP. Alors là, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut intégrer une double formation? Non, alors, si on suit la formation AS, on suit la formation AS. Si vous avez bien vu que dans le descriptif que j'ai fait, vous avez donc 2 blocs de compétences qui sont cœur de métier. Donc, vous pouvez faire la formation AP après, d'accord, si vous le souhaitez. Vous ne suivrez que les blocs de compétences cœur de métier après, mais ultérieurement. Mais quand vous vous inscrivez sur une seule formation. Ok, merci. Et nous faisons donc au niveau de l'Institut de formation les formations auxiliaires de puériculture. Qui vont être présentées tout à l'heure à 16h. Oui, voilà. Bonjour, j'ai peut-être manqué le début de la réunion. Concernant les cours à la rentrée, sont-ils donnés à l'école ou certains à distance? Alors, nous, là, actuellement, les élèves ont la chance, puisque c'est quand même des plus petits groupes, hein, et on a des salles qui nous permettent de respecter les gestes barrières. Donc, la plupart des cours, et j'espère qu'en septembre 2021, nous reviendrons à la normale pour tout le monde. Mais nous pourrons, mais ça, c'est une autre forme de méthode pédagogique, faire certains cours à distance, puisque dans le cadre de la réingénierie, nous verrons justement s'il y a des cours qui peuvent être faits de cette façon-là. Bien, merci Leïla. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Vous avez répondu à toutes les questions. Est-ce que vous voulez apporter un mot de conclusion l'une et l'autre? Alors, merci pour les personnes qui ont été présentes d'avoir assisté à ce premier webinaire, puisque pour nous aussi, ce fut une première. Hein. Donc, voilà, vivons avec notre temps. Hein. Nous vous attendons. Hein, et je vous redis que nous restons disponibles, soit via le site internet de l'Institut de formation, ou alors vous pouvez appeler si vous avez des questions par rapport aux modalités de sélection ou par rapport à l'école. Et puis, nous vous attendons pour cette future rentrée septembre 2021. Eh bien, pour compléter les propos de Madame Okedem, oui, bienvenue à l'Institut de formation d'aide-soignants Théodore Simon. Nous vous attendons avec plaisir à la rentrée. Inscrivez-vous chez nous. Bonne fin de journée et merci d'avoir écouté
ce webinaire. Alors, nous allons clôturer par donc un petit film donc, qui a été fait en 2000, je ne me souviens plus la date, parce que maintenant je suis un peu perdue. Donc, c'était la journée d'intégration donc dans notre institut en 2019. Donc, les moments de convivialité sont des moments importants parce que pour nous, le bien vivre à l'école est quelque chose d'important. Donc, à chaque rentrée scolaire, les étudiants en soins infirmiers de deuxième année accueillent les étudiants en soins infirmiers de première année, les élèves aides-soignants et les élèves auxiliaires de puériculture. Donc là, vous avez un petit film donc, qui retrace un peu donc, cet accueil. Merci à vous et puis profitez bien du ciel bleu. Avant quelle date? Alors, en règle générale, vous avez un délai. Alors, il me semble que le délai, il est de 15 jours pour dire si vous venez ou pas dans notre institut de formation. Passez ce délai, vous perdez votre place et on va sur la liste complémentaire. Merci. Deux questions sur le financement à présent. Alors, celle-ci est très claire. Bonjour, qui finance la formation? Alors, en fonction de certains critères, le conseil régional, la formation sera donc subventionnée par le conseil régional d'Île-de-France. Donc, Madame Mokedem vous a donné les critères d'éligibilité à la subvention du conseil régional. Je le rappelle, c'est avoir moins de 26 ans, je vous le rappelle, sorti du système scolaire depuis moins de 2 ans, ou alors être demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi depuis au moins 6 mois, c'est très important ça, le délai d'inscription, le temps d'inscription à Pôle emploi. Si vous êtes bénéficiaire d'un contrat aidé, si vous êtes bénéficiaire d'un RSA, et si vous avez effectué votre service civique durant l'année qui précède l'entrée en formation. Donc ça, ce sont les critères que je viens d'énoncer, vous permettent de ne pas payer vous-même la formation puisque ce sera pris ce sera financé par le conseil régional. Si vous n'êtes pas éligible, si vous ne faites pas partie de ces différents critères, vous devrez
payez vous-même la formation et la formation, elle est pour la rentrée scolaire de septembre 2021, elle s'élève à 4 888 €, donc pour l'année de formation. Les autres personnes qui ne payent pas eux-mêmes, ce sont ceux qui sont salariés dans un établissement et pour lequel l'employeur prend en charge le coût de la formation au titre de la formation professionnelle. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci Christine. J'ai affiché pendant que tu répondais tous les critères pour que les participants puissent voir tout ce que tu as décrit, tous les critères d'éligibilité au Conseil régional d'Île-de-France pour la prise en charge de la formation. Je le laisse un petit peu, oui. Pour qu'ils puissent voir. Et je complète je rappelle ce qu'a déjà dit Madame Mokedem à plusieurs reprises. Toutes ces informations, vous les trouvez sur le site internet de notre institut et ils sont téléchargeables, donc vous pourrez voir. Et j'aperçois une question, puisqu'on y est, quelqu'un qui demande si c'est à vous-même de contacter le conseil régional. Non, pas du tout. Si vous êtes éligible, cette étude se fait au niveau de la rentrée administrative où l'on vous donne votre statut d'éligible ou de non éligible. Et si vous êtes éligible, eh bien, on vous ne demandera plus rien après. C'est nous qui effectuons les démarches. Parfait, merci. Une autre question sur un petit complément d'information concernant les bourses d'études et demandées. Concernant la bourse d'études, que veut dire le non cumulable? Alors, non cumulable, cela veut dire que vous ne pouvez pas prétendre ni à candidater, parce que c'est quand même d'emblée, c'est pas la peine de candidater, mais en tout cas, même si vous candidatez, vous n'aurez pas de bourse si vous percevez par ailleurs une rémunération, quelle qu'elle soit. Si, par exemple, vous êtes titulaire du RSA, vous ne pouvez pas candidater à la bourse du conseil régional. Si vous percevez une allocation de Pôle emploi, vous ne pouvez pas percevoir la bourse du conseil régional. Donc, pour synthétiser, j'ai envie de dire, c'est que pour être éligible à la bourse du conseil régional, il faut aussi regarder, ça vous êtes informé au moment où on vous donne le lien pour faire la demande en ligne, puisque c'est une demande qui se fait en ligne, mais on vous explique tout à la rentrée administrative. Et il y a les critères également d'éligibilité à la bourse du conseil régional. Et quand bien même vous candidateriez alors que vous n'êtes pas éligible, dans tous les cas, le conseil régional étudie le dossier que vous remplirez et si vous cumulez une autre source de rémunération, votre dossier sera rejeté. Merci Christine. Je réponds rapidement à cette question. La sélection ne se fait donc pas en fonction de l'ordre d'arrivée du dossier, suite à ce que tu as dit, Leïla, tout à l'heure. Donc, effectivement, non, ça ne se fait pas dans l'ordre d'arrivée. Non, c'est pas parce que ce sont pas les premiers dossiers qui sont retenus. On étudie les dossiers, en même temps. Ils sont répartis avec les différents jurys et donc il n'y a pas d'ordre d'arrivée. Non. Parce qu'après, je ne sais pas ce que veut dire le fait de l'ordre d'arrivée. Il n'y a pas de critère de sélection sur la date d'arrivée du dossier. Il n'y a absolument pas de discrimination dans ce sens. C'est le cachet de la poste qui fait foi, puisque c'est jusqu'au 6 juin. Donc, si vous le postez le 6 juin au matin et qu'il y a cachet de la poste, le dossier est tout à fait recevable. Mais premier arrivé n'est pas forcément premier servi, évidemment. Non. Alors, deux questions pour terminer sur avant les études et après les études. Donc, avant les études, une jeune participante. Bonjour, je voudrais savoir quelles sont les études à faire après la 3e. Après, il n'y a pas d'études particulières à faire.
Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être des filières qui seront plus favorables parce que vous faites un métier qui est du sanitaire. Alors, c'est vrai que le bac ST2S en fait partie, mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Si vous voulez accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, il n'y a pas de règle. De toute façon, vous pouvez accéder à cette formation sans diplôme. Il n'y a pas de diplôme exigible pour pouvoir entrer en formation auxiliaire de puériculture. Merci. Mais continuez à faire vos études après la 3e, hein, c'est important. Merci Leïla. Et alors, dernière question sur l'avenir post-AP. Bonjour, y a-t-il une possibilité d'évolution et de déboucher vers des métiers tels qu'infirmier ou bien puéricultrice? Donc, bien sûr, vous avez tout à fait la possibilité, une fois que vous êtes auxiliaire de puériculture, que vous avez eu une expérience professionnelle, vous dirigez sur le métier d'infirmier et après le métier d'infirmier, vous dirigez sur le métier de puéricultrice. Le seul élément important à avoir, c'est qu'à partir du moment où vous faites une première formation paramédicale, hein, et que la région vous finance parce que vous êtes dans les critères d'éligibilité au financement, la région ne vous financera pas si vous voulez faire la formation d'infirmier tout de suite après. Il faut au moins avoir exercé pendant 3 ans pour pouvoir, et en fonction bien sûr toujours pareil des critères, hein, pour pouvoir être donc éligible au financement de la région. Donc, si vous venez d'avoir, vous sortez du système scolaire, vous avez 17-18 ans, vous travaillez 3 ans, vous êtes toujours sous la barre donc des 26 ans ou alors sous les autres critères. Hein. Sinon, la région ne vous financera pas, ce qui est aussi logique puisqu'il y a aussi un besoin important de professionnels de la petite enfance. Donc, si la région finance une formation pendant 1 an et que vous allez tout de suite derrière faire une formation comme infirmier, rien quoi. Un bénéfice parce que vous aurez fait une formation. Donc, réfléchissez bien parce qu'on a beaucoup parfois, on a des élèves qui parfois font la formation d'auxiliaire de puériculture parce qu'elles se disent « Oh là là, j'ai pas envie de m'engager tout de suite sur une formation d'infirmière parce que c'est 3 ans, parce que c'est peut-être complexe, donc je vais passer par une formation d'auxiliaire pour me remettre dans une formation et voir un peu, bon, bah, déjà aussi, si c'est quelque chose qui est fait pour moi. Donc, faites attention à ça, réfléchissez bien. Merci Leïla. Merci Leïla. On a fini le temps des questions-réponses. Avant de vous redonner la parole, je précise qu'au courant de la semaine prochaine, il y aura une publication des questions-réponses de tous les webinaires que nous avons eus aujourd'hui sur notre site internet. Il devrait y avoir aussi dans la foulée publication des meilleurs extraits de tous les webinaires qu'il y a eu aujourd'hui, dont ceux des AP, puisqu'il y en a déjà eu un ce matin, pour revoir, si vous le souhaitez, toute la présentation que nous avons faite aujourd'hui. Je vous laisse, mesdames, la parole pour le mot de la fin. Alors, donc, merci d'avoir assisté à ce webinaire, hein, qui fut aussi une première pour nous. Hein. Je vous redis que toutes les informations qui vous ont été données donc, figurent donc, sur le site internet. Hein. Alors, c'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois au cours de cette présentation, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Hein, donc, si vous souhaitez avoir des informations, vous allez sur notre site internet, donc sur l'item auxiliaire de puériculture, et vous aurez donc toutes des informations. Si vous ne les avez pas, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler. Hein. Donc, merci encore à vous. Donc, vous allez avoir donc sur la fin donc un film hein, qui va vous présenter la journée d'intégration donc, qui a eu lieu en 2019, donc avant la crise sanitaire. Hein. Donc, ce qu'on appelle donc, la journée d'intégration, donc l'accueil
par les étudiants soit infirmiers de deuxième année, des étudiants infirmiers de première année et des élèves aides-soignantes et auxiliaires de puériculture. Donc, ce sont des moments très importants de l'Institut de formation, donc des moments de convivialité et du bien vivre ensemble et qui nous semblent très importants et c'est pour ça qu'on clôturera donc après le petit mot de Madame Marchal sur ce film qui nous fait toujours du bien. Eh bien, je m'associe à Madame Okedem pour vous souhaiter une belle journée et j'espère que on a pu répondre à vos questions, vos questionnements et que que la visite de notre institut vous a séduit et on vous attend. À bientôt. Et donc là, vous allez avoir un petit film donc de la journée d'intégration des étudiants soins infirmiers de première année, des élèves aides-soignants et des élèves auxiliaires de puériculture, bien entendu, avant la pandémie, quand tout allait bien. Et nous espérons pouvoir reconduire donc cet accueil en formation à l'arrivée des nouveaux élèves et étudiants. Bonne fin de journée à vous avec ce beau soleil. Au revoir. Audio Jungle. Audio Jungle.